Alors maintenant, donc rentrons dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a bien vu comment décrire les sources, eh bien, cherchons le champ magnétique créé par ces sources de courant. Alors, comme on l'a dit en introduction, il y a plusieurs méthodes. Donc soit le calcul direct, loi de Biot-Savart, qu'on va voir tout de suite, soit l'utilisation d'un théorème, le théorème d'Ampère, donc qui utilise la propriété de circulation du champ magnétique. Alors on va commencer donc avec Biot-Savart et on va pouvoir aller vite parce que finalement, si vous avez bien compris comment utiliser la loi de Coulomb, eh bien c'est quasiment identique. Alors, pour écrire d'une manière unique l'expression du champ magnétique créé par une petite partie de la source macroscopique, donc un élément de cette source, eh bien, je vais introduire une grandeur, alors, c'est un petit peu personnel, je vais l'appeler dk, et du coup, l'expression de dk va dépendre de la modélisation utilisée. Donc dk, c'est ce que je vais appeler l'élément de courant. Alors, dans le cas où on utilise une modélisation linéique, comme on l'a dit, ce qui va compter, c'est l'intensité. Et donc dk va s'exprimer avec l'intensité, ça va être I fois dl. Donc comme ce qu'on a déjà vu pour la force de la place. Donc c'est ça l'élément de courant. Lorsque on n'utilise pas de modélisation linéique, donc on peut soit utiliser une modélisation surfacique, mais c'est un petit peu hors programme, donc on ne va pas pour l'instant en parler. Et du coup, l'autre possibilité, c'est utiliser la description volumique, c'est-à-dire ne pas faire de modélisation. Et à ce moment-là, l'élément de courant dk, ça va être J fois d taux. Donc d taux étant évidemment l'élément de volume qu'on découpe autour du point P considéré. Alors remarquez que le caractère vectoriel ici est porté par le découpage parce que I c'est un nombre. Donc la direction ne peut pas être contenue dans I. Alors que dans la description volumique, la direction du courant est directement liée à J. C'est intrinsèque. Donc, ici, il n'y a pas besoin de rajouter un caractère vectoriel à des taux, de toute façon, ça aurait été compliqué. Voilà, donc on va désormais exprimer la loi de Biot-Savart avec cet élément de courant. Et donc, l'expression est plus que naturelle. Donc, encore une fois, faites le lien avec Coulomb. Voilà. Donc à nouveau, on trouve une constante fondamentale. Pour l'électricité, ce qui comptait, c'était la permittivité du vide epsilon 0. Ici, c'est la perméabilité du vide mu 0, mais voilà, le rôle est le même. Ensuite, le fameux PM sur PM cube, ici, géométrique. Et ici, l'élément qui correspond à la source élémentaire. Donc pour le champ électrique, la source élémentaire, c'est simplement la charge au niveau du point P, donc la charge de l'élément découpé autour du point P. Et ici, ce qui va compter, c'est l'élément de courant autour du point P. Donc je prends n'importe quelle source qui est parcourue par un courant. Donc ça peut être un fil, mais ça peut être quelque chose de bien plus compliqué, par exemple un électrolyseur. Donc imaginons qu'il y a un déplacement de charge un peu partout. Donc on prend un point P quelconque, on découpe autour de ce point P, donc un élément de volume d taux autour du point P. Donc ici, ça me permet de définir la densité de courant au point P. Donc ici, ça ne dépend pas du temps, puisque l'hypothèse fondamentale, c'est qu'on est en régime permanent statique. Voilà, et donc ce courant J au point P crée au point M un champ magnétique, par exemple ici, qui va être un petit peu comme ceci. Si je considère que J rentre un petit peu dans la feuille, je vais avoir un champ magnétique comme ceci. Voilà, et donc ce champ magnétique est donné par cette expression-là, avec ici un produit vectoriel entre
J et PM, donc c'est pour ça la règle de la main droite, ça nous fait un champ magnétique ici, à peu près dans cette direction. Donc ça, évidemment, ce n'est pas le champ magnétique créé par la source, c'est uniquement le champ magnétique créé par ce petit bout de la source, donc le champ magnétique élémentaire. Et évidemment, pour avoir le champ magnétique créé par l'ensemble de la source, c'est vraiment évident quand on a compris le principe du découpage, et bien ça sera la somme de tous les champs élémentaires pour tous les points P de la source. Voilà, et évidemment, ce sera une intégrale simple dans le cas où on utilise la modélisation linéique. Voilà, donc rien de très compliqué. Faisons un exemple simple, qui est un exemple important, c'est celui du fil droit long et fin. Alors quand on dit long, on va pouvoir considérer mathématiquement qu'il est infini, c'est-à-dire que en vrai il n'est pas infini, en vrai c'est une partie d'un circuit, mais l'autre partie du circuit est tellement loin par rapport à la distance ici OM qu'on peut considérer que c'est à l'infini, et donc l'erreur qu'on fait va être très très faible. Voilà, donc comme toujours, on commence par faire un schéma où on place la source, on place le point quelconque ici où on cherche le champ magnétique, on utilise un repère adapté, donc ici évidemment on se place en cylindrique, et on place un élément de la source. Donc autrement dit, on place un point P, et donc ici je ne l'ai pas fait auparavant parce que je vous rappelle que pour éviter au maximum les erreurs de signe, il faut toujours placer le point P dans la partie positive du repère. Donc je ne le place pas là, je vais plutôt le placer là. Voilà, et je fais un découpage autour de ce point P. Donc le DL est dans la direction du fil et dans le sens de I, on rappelle. Donc le DL il est comme ça. Donc autrement dit, le DL ici, si je le traduis par rapport au repère, ça va être un DZ, EZ. Voilà. Donc l'étape du schéma est faite. Ensuite, donc deuxième étape, c'est on va exprimer le champ magnétique créé par ce petit bout du fil, donc le champ élémentaire. On part de la formule générale qu'on va adapter à notre cas particulier. Donc ici, ce que j'appelle l'élément de courant, on est en modélisation linéique, donc c'est IDL. Et ici, DL, c'est DZ, EZ. Ensuite, il nous faut le vecteur PM. Donc avec châle et dans le repère, le vecteur PM, ça va être ρm euro moins ZP EZ. Et du coup, j'en déduis la norme, évidemment, c'est racine de ρm carré plus ZP carré. Voilà, on met tout ça dans le champ élémentaire créé au point M, ce qui fait mu0 sur 4pi fois dk, donc I dz EZ vectoriel ρm euro moins ZP EZ divisé par PM au cube, donc ce qu'il y a là à la puissance 3,5. Alors il faut que je fasse le produit vectoriel. Le produit vectoriel est distributif, donc ça va faire ça fois ça, plus ça fois ça. Sauf que le second terme, on voit qu'on a EZ vectoriel EZ. Donc le résultat fera 0. Il n'y a donc qu'à faire ça fois ça. Avec la règle de la main droite, donc EZ vectoriel euro, ça fait E phi. Donc on se retrouve au numérateur avec mu0 sur 4pi fois I dz ρm E phi divisé par PM cube. Et donc PM cube, je vais peut-être l'écrire explicitement, c'est ρm carré plus ZP carré, le tout à la puissance 3,5. Voilà. Et donc, on va faire l'intégrale, ici l'intégrale simple, en remarquant qu'on intègre par rapport, c'est le point P qui va parcourir le fil. Donc ici, quand j'ai écrit DZ, en fait, j'aurais pu préciser que c'était DZP. Voilà. Donc la variable d'intégration, c'est ZP. Alors, allons-y. Le champ magnétique total au point M, ça va être l'intégrale de ZP qui va de moins l'infini à plus l'infini
de mu0 sur 4pi fois, alors, ρm e phi dzp sur ρm carré plus zp carré, le tout à la puissance 3/2. Alors, ici, ρm est constant, puisque le point M ne se déplace pas lorsque je fais la somme sur la source. E phi également est constant, puisque lorsque le point P se déplace, le point M lui reste fixe, donc E phi reste fixe. Donc finalement, il faut simplement faire, donc je vais appeler ça le grand K, il faut simplement faire dzp sur une constante au carré plus zp au carré à la puissance 3/2. Alors cette intégrale n'est pas évidente, donc j'ai donné ici un indice, donc on voit qu'on a bien la même forme que ce qu'on cherche à calculer. Donc la primitive c'est la variable divisée par la constante fois la racine, ici. Donc on obtient k fois donc la primitive, on a dit la variable, sur k, qui va être ici ρm carré, fois racine de zp carré plus ρm carré, entre moins l'infini et plus l'infini. Voilà. Alors, ici, on a un petit problème, c'est qu'on a une forme déterminée. Donc, on va essayer de lever l'indétermination, ce qui fait mu0 sur 4pi ρm. Alors ici, il y a un ρm de ρm carré qui simplifie avec celui-ci, fois e phi, fois, donc je vais mettre zp en facteur, ce qui fait zp sur racine de zp, puisque je mets en facteur zp carré, du coup quand ça sort de la racine, ça devient valeur absolue. Zp fois racine de 1 plus ρm carré sur zp carré. Donc, en faisant ça, ici, la racine carrée va tout le temps tendre vers 1, et donc finalement, on obtient mu0 sur 4pi ρm e phi fois, donc là, zp sur la valeur absolue de zp, c'est signe de zp. Donc ici, ça va faire 1, et lorsque c'est moins l'infini, ça va faire moins 1. Donc on va obtenir 1 moins 1. Ce qui donne mu0 sur 2pi ρ e phi. Donc voilà l'expression du champ magnétique créé par ce fil considéré comme droit et infini. Donc on a un champ magnétique qui est comme ceci, qui est selon E phi. Donc si on prend un point M qui se déplace sur un cercle, eh bien on a E phi qui tourne en même temps que le point M. Donc on va avoir un champ magnétique qui va être comme ceci, qui va être tournant. Donc ça c'est vraiment une grande différence entre le champ magnétique statique et le champ électrique statique. C'est que le champ électrique statique est radial. On avait vu le champ électrique pour un fil chargé, il était radial comme ceci. Alors que là, le champ magnétique, il est tournant. Il entoure la source. Donc si je fais aussi comme ceci, en plus bas, ben voilà ce qu'on aurait eu. Voilà. Donc on a un champ qui est orthoradial, qui entoure la source, mais évidemment physiquement, qui diminue avec la distance. Voilà donc pour ce premier exemple. On voit, bon, il y a eu la petite difficulté mathématique due à la forme déterminée, mais sinon il n'y a vraiment aucune difficulté par rapport au calcul du champ électrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce résultat pour essayer de voir le lien entre plan de symétrie de la source et caractéristiques du champ magnétique. Donc c'est pas du tout une démonstration, c'est juste une généralisation, et voilà, ça marche tout le temps. Donc on peut remarquer que lorsque le point M appartient à un plan de symétrie, eh bien le champ il est perpendiculaire à ce plan de symétrie. Alors vérifions-le.
Ici, qu'est-ce qu'on a comme plan de symétrie? Eh bien, le plan O, euro, EZ. Donc c'est comme dans la précédente vidéo, on voit que le plan vertical est un plan de symétrie de la source. Eh bien, pour un point M qui appartient à ce plan vertical, on voit que le champ magnétique est perpendiculaire. Donc on a bien que le champ magnétique est perpendiculaire au plan de symétrie de la source. Au contraire, si M appartient à un plan d'antisymétrie de la source, eh bien à ce moment-là, le champ va appartenir à ce plan de symétrie. En effet, ici, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, le plan horizontal O, euro, phi est un plan d'antisymétrie. Et donc on remarque que le point M appartient à ce plan horizontal et le champ magnétique appartient à ce plan horizontal. Donc, finalement, c'est facile de s'en rappeler, c'est exactement le contraire du champ électrique. Donc là, on vient de voir plusieurs éléments qui montrent qu'en fait, champ électrique et champ magnétique, c'est un peu deux frères, pas ennemis, mais en tout cas deux frères très, très différents, voire opposés. Le champ électrique est radial alors que le champ magnétique est orthoradial. Le champ électrique est perpendiculaire au plan d'antisymétrie alors que le champ magnétique appartient au plan d'antisymétrie et vice-versa pour les plans de symétrie. Donc ça donne des moyens mnémotechniques. Et donc, désormais, lorsqu'on cherche le champ magnétique, eh bien, on se rend compte, grâce à ce petit 1, que dès qu'on trouve un plan de symétrie qui passe par le point qui nous intéresse, eh bien, directement, on connaît la direction du champ magnétique puisque celle-ci est perpendiculaire à ce plan de symétrie. Donc, lorsqu'on aura des sources un peu plus compliquées, eh bien, si elles ont des plans de symétrie, eh bien, ça sera vraiment pratique pour le calcul parce que ça permettra, en connaissant a priori la direction du champ magnétique, de s'éviter des calculs sur les directions qui ne sont pas les directions du champ magnétique total, comme on a déjà vu dans le calcul du champ électrique.